La GEPA Centre du Québec, c'est un regroupement d'organismes communautaires. Nous, on travaille, je me présente, je m'appelle Christine Letendre, je suis coordonnatrice de la GEPA. Nous, on travaille à transformer la société dans une perspective de justice sociale. Une des attaques qu'on remarque à cette justice sociale-là, c'est notamment la tarification et la privatisation des services publics. Ça, c'est une attaque à la justice sociale, en fait. Les services publics sont là pour être un filet, pour être le porteur des égalités sociales, pour être des facilitateurs d'égalité sociale, et là, ben, on les attaque. La coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics s'intéresse d'ailleurs beaucoup à la tarification et la privatisation des services publics. La prochaine campagne va concerner les hausses d'Hydro-Québec, en fait, le dégel du bloc patrimonial. Et nous, ben, on s'est dit, c'est encore plus facile de s'indigner et se mettre dans l'action quand on comprend ce qui se passe. Donc, on fait appel à M. Jean-François Blain, analyste en énergie, pour venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe avec Hydro-Québec. On a eu la chance de lire souvent dans les médias, beaucoup d'interventions, notamment au niveau des surplus, de la situation financière d'Hydro-Québec. Donc, on l'a invité aujourd'hui pour venir nous expliquer ce qui se passe. La façon dont on va procéder, ça va être une conférence d'1h30. On va couper en milieu pour une petite pause. Vous avez café, biscuits, raisins, vous servez. Si vous voulez le faire pendant la conférence, je vous invite à le faire discrètement. Donc, une conférence d'1h30 entrecoupée d'une pause et ensuite une demi-heure de questions pour les gens qui sont ici aujourd'hui. Je vous cède la parole, M. Blain. N'oubliez pas, je ne pense pas que c'est accidentel, mais tomber sur une analyse plus préoccupée de la justice redistributive que moi. C'est probablement ce qui est central dans l'éventail des préoccupations que j'ai eu à défendre dans tous les mandats professionnels que j'ai eus depuis 18 ans, qui me proviennent essentiellement de groupes d'associations représentant les gens ordinaires, c'est-à-dire les petits consommateurs, en certaines circonstances de groupes environnementaux et en d'autres de syndicats. Ce qui m'a permis de ne pas trop avoir à me transformer en escorte intellectuelle ni à me prostituer dans aucun cas. La question, je vais quand même faire une introduction complémentaire à celle de Christine parce que ça me touche particulièrement personnellement et professionnellement que ces préoccupations-là soient justement celles qui motivent la tenue d'une conférence comme celle-ci. La tarification des services publics, telle qu'on la vit actuellement dans le contexte québécois, c'est la malheureuse conséquence de gouvernements successifs qui ont démissionné les uns après les autres à aller chercher les revenus dont ils ont besoin par la voie la plus équitable d'un point de vue social, socio-économique, c'est-à-dire par le biais de la fiscalité. Quand on accorde évidemment à répétition des blocs de puissance et d'énergie importants, à rabais, à des multinationales, pour avoir des investissements régionaux, qui dans un premier temps ont le privilège de créer de l'emploi. Je vais essayer d'éviter des ouvertures de parenthèses. La création d'emploi, déjà, c'est un terme que j'aime beaucoup, taillé en pièces. Là. Son livre de dictionnaire, création, ça veut dire faire apparaître à partir du néant. J'aime bien attaquer les mythologies, vous allez le voir. D'ailleurs, je vais probablement même vous placer des réflexions tout au cours de ma présentation qui sont dérogatoires. Et peut-être même des petites faussetés au passage pour voir si vous êtes réveillés. Là, vous avez le droit de lever un drapeau rouge. Donc, quand nos gouvernements démissionnent du fait de l'influence croissante, faut le dire, des milieux financiers et des milieux d'affaires sur la gestion publique de nos dirigeants, quand ils démissionnent à aller chercher par la fiscalité, en imposant, par exemple, en introduisant des paliers d'imposition avec des taux plus élevés pour les revenus supérieurs, par exemple, en évitant d'aller chercher auprès des personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, une part significative des revenus dont ils ont besoin. Je vous rappelle au passage que juste au cours de du dernier demi-siècle, la proportion totale des revenus de l'État qui proviennent des entreprises est passée de 60 à 30 revenus de fiscalité et de taxation confondus. À l'opposé, évidemment, la proportion totale des revenus de l'État qui proviennent des particuliers, des personnes vivantes, réelles, travailleurs, on imagine, est passée, elle, de 40 à 70 des revenus totaux de l'État. Alors, si les gens ont le sentiment aujourd'hui d'être siphonnés à la limite de ce qu'ils peuvent contribuer pour qu'on supporte nos services publics, ce n'est pas une illusion.
Donc, le problème qui se pose avec la tarification des services publics pour remplacer des revenus de fiscalité qu'on n'a pas le courage d'aller chercher là où il le faudrait, c'est que, d'abord, on parle de la tarification d'un service essentiel au Québec, qui sert à plus de 75% de la chauffe des bâtiments, un service public qu'on a financé par un investissement collectif depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Et les citoyens, les travailleurs, les personnes réelles payent leur tarif d'électricité sur leur revenu net disponible après impôt. Donc, quand il y a une augmentation des tarifs, c'est une contribution intégrale, additionnelle, qu'on vient chercher dans les revenus disponibles des ménages. Et donc, on réduit d'autant la part résiduelle de leurs revenus qu'ils peuvent consacrer à toutes leurs autres dépenses. Ça a aussi des conséquences indirectes sur notre capacité à supporter une économie intérieure diversifiée. À l'opposé, si les entreprises, en supposant qu'elles soient soumises à des augmentations tarifaires équivalentes, elles vont soustraire leurs dépenses d'électricité, comme toutes leurs autres dépenses, incluant les hausses, de leurs bénéfices bruts en fin d'année pour déterminer le bénéfice net sur lequel elles paieront peut-être de l'impôt. Donc, quand on augmente les tarifs, les personnes vivantes, les citoyens, contribuent intégralement à même leur revenu net à cette hausse des revenus de l'État, alors que les entreprises ne contribueront hypothétiquement, mais même pas certainement, que marginalement. Donc, le résultat net, c'est qu'on fait porter aux citoyens, aux travailleurs ordinaires, une proportion toujours plus grande des revenus totaux de l'État et qu'on allège toujours d'autant plus la contribution qui vient des entreprises. Ça, c'est la première conséquence. Déplacement des revenus totaux de l'État vers les citoyens au bénéfice des personnes morales, des entreprises. La deuxième conséquence, c'est que, étant donné que l'ensemble des citoyens ont des besoins, font une utilisation de l'électricité qui est largement accaparée par le chauffage des bâtiments, étant donné que les citoyens à faible revenu ou à revenu modeste occupent en général soit des logements dont ils ne sont même pas propriétaires, donc sans possibilité de changer les fenêtres, les portes, isoler les murs, calfeutrer, ça ne leur appartient pas. Qui chauffent en plus avec des vieilles plaintes électriques désuètes, les équipements les moins performants. Étant donné que ces ménages-là, donc, ont des besoins en énergie, c'est aberrant, pour un même nombre de pieds carrés occupés, qui sont plus élevés que les citoyens à revenus supérieurs, qui ont, eux, la capacité de soit être propriétaires ou acquérir des bâtiments plus récemment construits, plus efficaces, qui ont moins de pertes. Alors, on se trouve non seulement à infliger un coût additionnel plus important aux citoyens qui ont le moins de revenus, mais on se trouve à priver les citoyens qui ont le moins de revenus d'une plus grande proportion de leurs revenus disponibles. On ne peut donc pas imaginer une façon plus régressive en termes de distribution de la richesse d'aller chercher les revenus de l'État. Bon, ça va fermer ma première parenthèse. Vous voyez que ça m'enflamme déjà. Donc, pour ce qui est de l'ensemble de la présentation, je vais essayer, Christine, ne gênez-vous pas de me lever des cartons jaunes ou rouges, parce que si vous me laissez aller, vous allez tous être épuisés avant que j'ai fini. Puis, 1h30, je vous le dis, c'est court avec moi. Très court. Alors, donc, je vais essayer de diviser la conférence en deux parties, vu que c'est ça le format prévu. Dans un premier temps, on va faire une petite rétrospective des principaux événements qui ont marqué l'évolution d'Hydro-Québec et l'interaction du gouvernement du Québec comme notre représentant et comme l'actionnaire d'Hydro-Québec, en fait, qui est notre fiduciaire, parce que c'est nous, l'ensemble des Québécois, qui étions les actionnaires originaux dans la loi originale d'Hydro-Québec. Donc, on va faire une récapitulation aussi factuelle et comprimée que possible des principaux événements qui sont déroulés, disons, depuis la nationalisation, mais en sautant des fois des bouts de 10 ans. Et on va tenter de conclure la première partie sur l'examen des données historiques propres à Hydro-Québec et des événements plus proches. Pour moi, plus proche, ça veut dire la dernière quinzaine d'années, depuis 1996, disons, pour pouvoir, dans la deuxième partie, regarder exactement, sur la base des données historiques cumulées et des tendances constatées, quels sont, sur l'écran radar, les
scénarios prévisionnels qui sont les plus probables et qu'est-ce que ça signifie en termes de flux financiers, circulation de la valeur, en termes de contribution de la collectivité puis des enjeux de l'État par rapport à sa responsabilité de nous représenter face à une société d'État. On va essentiellement parler donc de l'électricité, ça va de soi. Alors, la question rapidement historique, on dit souvent que la nationalisation de l'électricité a été effectuée en 1962-63 au gré d'une élection quasi référendaire, c'est un fait. C'était le thème principal sous le gouvernement Lepage, porté par, évidemment, René Lévesque comme futur ministre des Ressources naturelles. Au passage, je vous rappellerai que peu de gens s'en souviendront. La personne qui agissait comme chef de cabinet de René Lévesque sous le gouvernement Lesage, quand la nationalisation de l'électricité a été complétée, en fait, elle était déjà amorcée depuis 1926-41 avec l'acquisition publique des Montreal Light and Power, Shawinigan Power à petit feu. On a complété, non seulement d'ailleurs, la nationalisation de l'ensemble des réseaux de distribution et des équipements de production et de transport d'électricité au Québec, mais aussi l'électrification de régions rurales qui n'étaient même pas desservies au début des années 60. Alors, sous René Lévesque, le chef de cabinet, c'était François F. Côté. Ça dit peut-être quelque chose à certaines personnes. François F. Côté, il a été aussi pendant plus d'une dizaine d'années, si ma mémoire est bonne, directeur général des élections du Québec. Personne éminemment respectée. Et son attaché politique qui était responsable de la conception financière de cette opération-là, c'était André Marié, un économiste de Québec, aujourd'hui retraité, qui doit avoir 85 ans en plus, il est toujours vivant. Alors, en 1962, on nationalise, on complète la nationalisation, on complète l'électrification des régions rurales mal desservies. Avant ça, il y avait encore, c'était l'anarchie totale, là. La répartition de la production d'électricité entre les municipalités et les régions d'une à l'autre, c'était souvent des petits réseaux locaux de distribution à très faible niveau de tension, moins de 25 kV, 19-15 des fois, qui étaient d'une grande fragilité, peu efficace, et qui apportaient un courant souvent menacé d'interruption, et même des réseaux qui se croisaient en parallèle. C'est quand même, là. Parce que tu avais un petit producteur privé, je ne sais pas, sur la rivière, dans le bas de la rivière Batiscan, qui desservait une partie de la région. Mais il y avait un autre producteur, c'était Shawinigan Power, à 50 km au nord-ouest, qui lui desservait une autre partie de la région. Leur territoire était tout enchevêtré au gré de la configuration des rangs ruraux sur le terrain. Puis il y avait des lignes de distribution qui passaient en parallèle, l'une à côté de l'autre, pour amener de l'électricité à Mme Chose et à Monsieur la contre-courant. Incroyable. Et aussi, il n'y avait pas d'uniformité tarifaire au Québec. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'une même catégorie de clients, par exemple les clients résidentiels, les gens de la Gaspésie payaient entre 4,5 fois et 6 fois le prix des gens de Montréal. Parce qu'évidemment, livrer 1 kWh en Gaspésie, où tu as une densité de population d'un demi-citoyen par an, bien, ça coûte pas mal plus cher que de livrer ça à Montréal, où tu as 1500 citoyens sur un coin de rue. Hein? C'est une question de densité. Alors, un des gros avantages, en fait, en termes de développement et d'équité sociale et économique, et d'attrait pour l'investissement régional que la nationalisation de l'électricité nous a procuré, c'est l'uniformité tarifaire, qui heureusement est toujours maintenue. Ça aussi, c'est un facteur de redistribution de la richesse et d'équité entre nous. D'ailleurs, les gens des grandes villes n'ont jamais contesté la légitimité de ça. Passe les années 60, on arrive dans la première phase d'expansion d'Hydro-Québec, c'est-à-dire le développement des premières grandes centrales de la Côte-Nord, rivière, le complexe Manicouagan, Outarde, ultérieurement, plusieurs années quand même plus tard, Bercimis, et amorce du développement de la baie James. La baie James, soit dit en passant, à partir de la centrale hydroélectrique La Grande 1, en allant vers l'amont, au méga barrage de La Grande 2, 2A, qui est à la limite l'exutoire de l'immense réservoir Robert Bourassa, le complexe La Grande, le bassin hydrographique de la rivière La Grande, s'étend jusqu'aux limites du Labrador à l'est, là,
Parce qu'en amont, on continue. Il y a, LG2, LG3, Brisé, La Forge, il y a au moins 5 ou 6 centrales jusqu'au grand réservoir Canapisco, dont le cours lui-même est régulé pour éviter que l'essentiel du débit coule vers le nord, vers la baie d'Ungava, telle que l'hydrologie naturelle ferait les choses, mais plutôt pour le drainer des limites du Labrador jusqu'à l'extrémité ouest du Québec, à la sortie de la rivière La Grande à Chisasibi. Je m'en voudrais de ne pas faire une autre petite coupe parenthèse, c'est mon obsession, les parenthèses, tant qu'à être rendu à La Grande, pour mentionner deux choses. D'abord, au Québec, on ne réalise pas qu'on ne pourrait jamais satisfaire nos besoins d'électricité si on n'avait pas de réservoir hydroélectrique. Pourquoi? Parce que sur une année que je vous représente graphiquement, du mois de janvier au mois de décembre, le profil de consommation des besoins d'électricité du Québec, parce qu'on chauffe intensément en hiver, bien, au milieu de l'hiver, évidemment, on est au maximum de notre consommation. Arrive le printemps, au mois d'avril-mai, où le chauffage diminue, on n'a presque plus rien. On reste à un niveau d'appel de puissance de 23 000 MW à peu près en ce moment au Québec en période estivale, alors qu'on va aller chercher des pointes de 39 000 MW quand tout le monde chauffe en période de grand froid, hivernal. Donc on reste à un niveau de puissance très bas jusqu'au mois d'octobre-novembre, dépendant de l'arrivée hâtive ou tardive de l'hiver. Là, tout le monde se remet à chauffer, donc le profil d'appel de puissance, les besoins de turbinage augmentent radicalement. À l'opposé, les cours d'eau, eux, au mois de janvier et au mois de novembre, aux deux extrémités de l'année, ils apportent, en fait, le ruissellement est pratiquement nul parce que les précipitations tombent sous forme solide. La neige s'accumule. Donc, la quantité d'eau qui rentre dans nos réservoirs et donc qui serait disponible pour turbinage au cœur de l'hiver, au moment où nos besoins sont les plus hauts, c'est la plus faible quantité d'eau de l'année. Et au moment où nos besoins de chauffage diminuent au mois de mai, c'est le dégel printanier et les apports hydrauliques augmentent en mai-juin pour plafonner en juillet avec les périodes variables de sécheresse et diminuer progressivement à partir du mois d'octobre-novembre. Donc, on a un profil de la demande d'électricité et des apports énergétiques à 98% hydrauliques qui sont complètement opposés. Sans réservoir, oubliez ça, là. On ne satisfait pas les besoins d'énergie du Québec tel qu'on le fait en ce moment. On est dans la merde. Mais il y a une autre conséquence à ça. Les Québécois s'imaginent que l'hydroélectricité, ben oui, c'est propre, c'est renouvelable, c'est vert, même à la limite, dépendant des points de vue et des intérêts qu'on représente. Oui, c'est une forme d'énergie renouvelable, puis si on catégorise tout ça, qu'on essaie de hiérarchiser en termes d'impact environnemental, on peut bien assez sommairement classer le charbon en tête de liste des formes d'énergie les plus dommageables pour produire de l'électricité, puis le mazout, puis les autres formes thermiques, le gaz naturel, puis l'hydroélectricité, puis encore avec un peu moins de dommages, l'éolien, le solaire et les formes d'énergie émergentes. Mais il demeure que quand on harnache des cours d'eau pour produire de l'électricité dans un climat comme le Québec, essentiellement pour chauffer nos bâtiments en plein hiver, alors que les débits naturels sont au plus bas, ça nous oblige à turbiner les plus grands volumes d'eau en plein cœur de l'hiver, au moment où les cours d'eau seraient censés être gelés et à leur plus bas niveau. Et là, qu'est-ce qui se passe, vous pensez, en aval des barrages quand l'eau sort? On arrache littéralement, on scrape en bon québécois les berges et on redétruit année après année après année toutes les zones littorales qui constituent le poumon des cours d'eau, les aires de nidification, de fraye. Donc, à l'opposé, en été, quand les apports hydrauliques du dégel printanier arrivent, on a siphonné nos réservoirs tout l'hiver, là, parce qu'il rentrait beaucoup moins d'eau qu'on en turbinait. Mais là, il rentre beaucoup plus d'eau qu'on en a besoin et on en profite pour reconstituer nos réserves. Donc, on retient un maximum d'eau, d'autant plus qu'on n'en a pas besoin en temps réel. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, en période de fraye, qui devrait être la crue printanière, les cours d'eau en aval sont beaucoup plus bas et beaucoup plus secs qu'ils seraient censés l'être.
Bref, l'opposition des cycles de la demande d'électricité et de l'offre hydraulique, des apports hydrauliques, a des conséquences de destruction permanente sur les cours d'eau. Sans parler de la segmentation des cours d'eau que constitue un barrage. Un barrage, on n'installe pas ça dans une section plate d'une rivière. Quand on dit qu'une rivière de 500 km, un débit moyen, là je suis parti sur une parenthèse environnementale, quand on dit qu'une rivière de 500 km a un débit moyen, je ne sais pas moi, 250 mètres cubes seconde, c'est pas un débit constant d'un bout à l'autre. C'est un débit qui peut être dans certaines sections de 30 mètres cubes seconde. C'est une section peu inclinée, plate, large de la rivière. Évidemment, l'eau s'accumule, le débit est beaucoup plus faible. Mais là, il y a un étranglement. L'eau a dû faire son chemin et éroder un seuil rocheux pendant des millénaires, des dizaines de milliers de millénaires, pour se créer une voie de sortie petit à petit, de plus en plus profonde. Et à cet endroit-là, ce n'est pas 250 mètres cubes seconde le débit. C'est 300, c'est 400, c'est 500. Donc, on installe les ouvrages de production hydroélectrique nécessairement dans les sections de rivières où on a des dénivellations. Au minimum des rapides, encore mieux une belle chute. Parce que dénivellation verticale veut dire nécessairement accélération de la masse disponible et plus grande puissance libérée à un endroit clé à cause de la hauteur de chute. Si la hauteur de chute n'est pas encore assez grande, on construit un seuil plus élevé pour créer un réservoir plus long, plus large, plus profond en amont. Et donc, avec un même volume d'eau, plus la hauteur de chute est grande, plus on a de la puissance installée qu'on peut activer pleinement au pied de la chute, et plus on peut produire d'énergie sur une base annuelle. Il y a certains barrages au Québec qui ont des prises d'eau situées en amont à 7, 8, 9 km du point de turbinage, qui est la centrale au pied du barrage. Ça veut dire que sur des distances de, des fois 500 mètres, des fois 1,5 km, mais parfois jusqu'à 8 ou 9 km, le débit de la rivière est court-circuité. Il n'est pas dans la rivière. Il est dans un canal d'amener, une conduite d'amener d'eau, souvent souterraine, confinée dans le roc. Et pour le reste, la section de la rivière située entre la prise d'eau et la centrale, il y a un petit débit esthétique résiduel symbolique qui peut être de quelques mètres secondes. Donc, c'est une segmentation écologique majeure. Je vous le dis, c'est quand même mieux en termes d'impact compte tenu des changements climatiques et des problématiques d'émissions de gaz à effet de serre que bien d'autres formes de production d'électricité, l'hydroélectricité. C'est renouvelable, certes, mais ce n'est pas sans conséquence. C'est pas vert autant que Hydro-Québec voudrait supporter la vertu. Mais bon, voilà. D'ailleurs, ça a aussi des conséquences sociales. Ça va être le dernier petit bout de parenthèse. À Chisasibi, par exemple, où les cris avec, c'est quand même Chisasibi, un village de pas loin de 1500 habitants, c'est beaucoup là-bas, hein, il y en a 14 000 cris dans tout le territoire de la ville. C'est une grosse agglomération pour eux. Évidemment, eux, il y avait des habitudes ancestrales d'aller chasser sur la banquise. Tout de suite, à la sortie de la rivière La Grande, qui avait un débit très faible, évidemment, au cœur de l'hiver, en conditions naturelles et constant. Parce que non seulement on turbine beaucoup d'eau en plein hiver, mais s'il fait 4 degrés le matin à Montréal, là, qu'arrive un front froid, il fait moins 22 rendu à 11 heures le soir, là. Je ne sais pas si vous imaginez la variation de débit que ça implique au niveau du turbinage pour des centrales de la Grande. Au début de la journée, il y avait 8 turbines sur 16 qui fonctionnaient. À 11 heures le soir, il y en a 16 sur 16 qui fonctionnent. Toute la puissance est déployée. Qu'est-ce que vous pensez? De quoi vous pensez que ça a l'air comme variation de débit dans une seule journée en amont dans la rivière, en aval? Alors, à l'exutoire de la rivière La Grande, évidemment, on parle de centaines de mètres cubes secondes. La banquise, depuis que le cours d'eau est aménagé, est détruite. L'hiver, encore bien plus que les changements climatiques peuvent provoquer des versements à petit feu. De sorte que, bon an, mal an,
ou une année sur deux. Il y a un jeune cri de Chisasibi, pas assez vieux pour être encore prudent, qui continue de s'aventurer sur la banquise, qui ne le porte pas. Fait que toutes les 2-3 ans en moyenne, il y a un jeune de 10 à 15 ans qui disparaît. D'ailleurs, juste la destruction de la banquise dans l'estuaire de la rivière La Grande provoque tellement de brume de mer et d'évaporation froide en période hivernale que la moitié des maisons du village qui sont remplies de moisissures est condamnée à la reconstruction à toute fin pratique. Elle devrait même plus occupée. Bon, on va revenir à des questions économiques. Donc, 1970, le grand complexe La Grande. Aujourd'hui, ça vous intéressera peut-être de réaliser la proportion totale du territoire hydrographique qui est drainé vers la sortie de la rivière La Grande depuis que le cours des rivières East Main, qui est le bassin hydrographique tout au sud, puis 78% du débit de la rivière Rupert ont été détournés vers le réservoir Robert-Bourassa. Alors, toute la superficie qui est, je peux faire circuler, si vous voulez, située à l'intérieur des pointillés gras, c'est un bassin, c'est le bassin hydrographique élargi de la rivière La Grande. C'est immense. Il y en a un autre bassin hydrographique immense au Québec dont on ne parle jamais et qui est une propriété, on peut dire privée en termes d'exploitation des droits hydrauliques, c'est celle de Alcan, maintenant Rio Tinto, au lac Saint-Jean, qui possède non seulement les 3 centrales qui sont sur la rivière Saguenay, mais possède en plus le fond de la rivière Saguenay, un fait unique au Canada, qui date d'un vieux traité du début du 20e siècle, et qui possède en plus 3 autres centrales sur la rivière Péribonka, qui, elle, turbine les eaux du domaine de l'État. Mais en fait, Rio Tinto Alcan, avec ses 6 centrales au total, draine toute l'eau qui vient du nord des rivières Mistassini, Ashwaubenon, à l'est, nord-est, Péribonka, je nomme juste les principales, là, et au sud, toutes celles qui viennent du parc des Laurentides, mais qui coulent vers le nord, vers le lac Saint-Jean, le Métabetchouan, la rivière Amars, la rivière des Écorces, la Picoba, je nomme juste les grosses. Bref, Rio Tinto Alcan, en plein cœur du Québec, draine pour la production de ses propres centrales hydroélectriques un territoire qui est presque aussi grand que le Nouveau-Brunswick. OK? C'est pas rien comme privilège, là. Le privilège de production Rio Tinto Alcan, ça a une valeur annuelle d'au moins 5 à 600 millions de dollars en termes d'économie de coût par rapport à ce que ça leur coûterait s'ils étaient une autre aluminerie qui n'a pas ses propres barrages et puis qui paye le tarif L d'Hydro-Québec. Alors, retour sur l'historique. B. James, grande phase de développement des années 70, début 80. Autre étape importante du développement électrique au Québec, l'électrification du chauffage des bâtiments. Jusqu'à la fin des années 70, il y avait quand même presque 40% de tout le chauffage des bâtiments qui se faisait avec l'huile de mazout léger. Il faut s'en rappeler, là, ça fait juste 35 ans. Et graduellement, l'huile à chauffage a été éliminée au profit de l'électricité qui, elle, est passée d'à peu près 35-40% des besoins totaux en chauffe des bâtiments à plus de 75% aujourd'hui. Les parts résiduelles sont celles du gaz naturel pour à peu près 10 à 12%. Le mazout, guère plus que 10% en régression. En fait, les seuls qui chauffent encore au mazout, c'est les gens qui sont trop pauvres pour changer leur système parce que ça coûte tellement cher. Fait que la clientèle du mazout, c'est une clientèle de plus en plus pauvre, de plus en plus captive et de plus en plus vulnérable financièrement parce que chauffer un bâtiment au mazout avec des vieux équipements aujourd'hui, ça coûte 2 fois et demi le prix de l'électricité. Okay? Ça veut dire que c'est grave comme conséquence sociale. C'est les plus captifs de tous les clients en termes d'utilisation des formes d'énergie pour le chauffage des bâtiments. Ceux les gens à faible ou modeste revenu qui sont pognés avec des vieux systèmes au mazout, qui n'ont pas les moyens d'échanger. Et donc, c'est ça, 10-12% au gaz naturel, 10% et moins au mazout, et recrudescence, un peu du chauffage au bois même, ce qui n'est pas dépourvu de signification en termes social, surtout en région, mais même
dans des banlieues rapprochées des grands centres urbains, augmentation de la proportion du chauffage d'appoint qui repose sur l'utilisation de poêles à combustion lente, même ponctuellement, juste pour les grands froids. D'ailleurs, il y avait eu un petit boom dès 1998, provoqué par la crise du verglas, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a comme une espèce de consolidation du chauffage avec la biomasse, essentiellement le bois, qui est probablement plus due à une conjoncture économique de long terme. Donc, on peut dire 10-15% pour les 25% qui ne sont pas à l'électricité. Alors, événement principal, donc, autre événement important au début des années 80, modification de la loi constitutive d'Hydro-Québec. Jusque-là, dans la loi, deux éléments importants. Ça, c'était sous le début du deuxième gouvernement d'René Lévesque. Jusque-là, Hydro-Québec, l'actionnaire désigné d'Hydro-Québec, dans sa loi constitutive, c'était l'ensemble des citoyens du Québec. Et Hydro-Québec n'était tenu de fixer ses tarifs à un niveau qui ne permettait que de recouvrir les coûts, donc d'être juste au-dessus du seuil de rentabilité. Deux modifications importantes de sa loi constitutive qui auront des conséquences politiques durables, ici comme ailleurs, sur le conflit d'intérêts de l'actionnaire gouvernemental. Un, on dit l'actionnaire désigné, c'est non plus l'ensemble des Québécois, c'est le ministre des Finances du Québec, qui devient notre fiduciaire, agissant en notre nom. Et deuxième modification, à partir de ce moment-là, on dit, bien là, les tarifs d'Hydro-Québec vont être fixés de telle sorte, non seulement de recouvrir l'ensemble des coûts, puis d'assurer au moins le niveau de rentabilité 0+, mais de générer environ 25%, de générer un des bénéfices, dont 25% seront conservés à titre de dividendes par l'actionnaire gouvernemental, donc le ministre des Finances. Que notre société d'État soit rentable, qu'elle fasse des bénéfices, qu'elle verse des dividendes à l'actionnaire gouvernemental, personne ne se scandalisera de ça. D'abord, un, c'est aussi bien d'être propriétaire collectivement d'une ressource comme ça. Deux, c'est aussi bien qu'elle soit être profitable que déficitaire. Puis troisièmement, c'est un fait que notre gouvernement, c'est plus comme les autres, où aller chercher ses revenus. Le problème de tarification fiscalité, je l'ai déjà couvert, c'est là que le bas blesse, puis c'est là qu'on commence à avoir un problème. Mais le fait de désigner le ministre des Finances comme actionnaire, évidemment, ça met en scène un conflit perpétuel. Celui d'un gouvernement qui est le représentant élu de la collectivité, des citoyens, des contribuables, qui sont aussi des consommateurs, qui sont aussi, en fait, les actionnaires d'origine de la société d'État, des fournisseurs de l'investissement collectif, mais qui sont aussi des clients, par définition, captifs du monopole public. Alors, l'État est continuellement coincé entre ses besoins et, on peut dire même aujourd'hui, son obsession d'aller chercher les revenus qu'il lui faut pour subvenir à la croissance des dépenses publiques et son obligation de représenter de façon équitable la collectivité. Jusqu'où on peut fonctionner via la tarification sans causer préjudice à nos commettants. C'est toujours ça la question. Donc, en désignant le ministre des Finances comme actionnaire selon la loi, bien, on crée une situation qui est légitime d'un point de vue de l'utilisation des bénéfices et de leur redistribution, à condition qu'on n'en abuse pas, parce que sinon le gouvernement est placé en conflit. Donc, on arrive maintenant au début des années 90, milieu des années 90, après un règne libéral qui aura duré de 1984 à 1993, reprise du pouvoir par le Parti québécois, avec Jacques Parizeau, fin 1993, tenue du dernier et plus grand débat public sur l'énergie qui a jamais eu lieu au Québec, en 1994, qui a été finalement un peu mis dans l'ombre de la préparation du référendum de 1995, on s'en rappelle peu, mais quand même, c'était un débat public sur l'énergie qui avait réuni tous les groupes d'intérêt, tous les intervenants, toutes catégories confondues, pour élaborer le développement du secteur électrique québécois, entre autres, mais plus largement la diversification des formes d'énergie, l'introduction de nouvelles formes et sources de production d'énergie, l'introduction de nouveaux objectifs et principes liés à la reconnaissance de la valeur des économies d'énergie elles-mêmes, de l'efficacité énergétique. Bref, des objectifs importants. Débat public sur l'énergie, d'ailleurs, qui était présidé à l'époque par
le ministre des Ressources naturelles sous Parizeau, François Gendron. Malheureusement, Parizeau, qui aurait, à vie personnelle, pu probablement être le premier ministre le plus représentatif et le moins manipulable en termes d'influence des milieux d'affaires et des milieux économiques sur notre gouvernement, aura consacré son bref passage à la direction du gouvernement du Québec à préparer le référendum avec les résultats que vous savez, et son discours trop franc que vous savez aussi, qui aura incité les politiciens les plus petits et les plus carriéristes à le démissionner. Pour dérouler le tapis rouge à Lucien Bouchard, notre plus grand autocrate. Alors, Lucien Bouchard débarque avec tambour et trompette, accueilli en héros. Et que fait Lucien Bouchard comme un des premiers gestes politiques de sa gouvernance, printemps 96, menace, on est encore dans la foulée du deuxième référendum, là, perdu de justesse, parce qu'il y a seulement 60% des 80% de francophones qui ont voté oui. C'est important des fois de se rappeler les statistiques exactes. Il y a seulement 60% des 80% de francophones au Québec qui ont voté oui, ce qui donne 48% du vote. Puis s'est ajouté à ça 7% de vote des non-francophones en faveur du oui, ce qui donne 7 fois 20, 1,4, pour un résultat final de 49,4. Bref, il y a 93% des non-francophones qui ont voté non. Ça, statistiquement, on peut constater que c'est un comportement monolithique. Et la majorité de la minorité a mis la majorité de la majorité en minorité. Alors, Bouchard, début 96, arrive en poste. On est dans la foulée du référendum, menace le décote des maisons de notation de crédit new-yorkaises. Il s'en va à New York de toute urgence. On ne s'est plus rappelé de ça. Évidemment, on ne sait pas ce qui se décide, ce qui se discute derrière des portes closes, mais nécessairement, il y a des exigences. C'est pas parce qu'il fait pitié du fait d'être unijambiste ou qu'il est plus convaincant, plus attendrissant qu'un autre homme politique. C'est pas le genre de considération qui amène les maisons de notation de crédit à maintenir ou à baisser une cote. Eux, ils veulent une participation puis une ouverture des marchés. L'histoire nous confirmera peut-être un jour que la déréglementation du secteur électrique québécois a été mise dans la balance pour le maintien de la cote de crédit du Québec au début de l'année 1996. Quoi qu'il en soit, Bouchard avait déjà décidé que trois choses. Au milieu des années 90, le ministère des Finances du Québec constate que l'investissement collectif dans le développement d'Hydro-Québec a permis le développement d'équipements de production, de transport, de distribution maintenant intégrés, coordonnés, généralisés géographiquement et efficaces. Et que les grands investissements des années 70-80 dans le développement de la baie James notamment commencent à être amortis. On paye de moins en moins d'intérêts, puis on finit de rembourser le capital. Et donc arrive un moment où les coûts de production qui représentent la moitié de tous les coûts pour apporter l'électricité chez vous, coût de production, coût de transport, coût de distribution, production, la moitié des coûts totaux, historiquement. Et donc, les coûts de production vont commencer à décroître. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse un organisme indépendant réglementer les tarifs d'électricité sur la base des coûts réels de chacune des trois composantes du prix de l'électricité, y compris la production, avec pour résultat qu'il y aura un facteur avec une incidence à la baisse sur les tarifs, et donc on se trouve à remettre à la collectivité des Québécois comme consommateurs, comme investisseurs collectifs initiaux, le retour sur leur investissement collectif,
Aussi, plutôt, on déréglemente la production, on détermine le prix, la valeur de la composante de production au niveau politique et arbitrairement pour récupérer comme actionnaire gouvernemental le retour sur l'investissement collectif. On comprendrait que c'est le deuxième choix qui a été fait. Il y avait deux autres raisons qui ont expliqué ce virage politique majeur-là et ce détournement de la mission de notre société d'État, qui non seulement n'a jamais été validée démocratiquement, mais qui n'a même jamais fait l'objet d'une consultation, il n'en était pas question. On se gouverne en privé. La première de ces deux autres raisons-là, c'était que la déréglementation du secteur électrique nord-américain procédait du côté américain de la frontière dans plusieurs États. Essentiellement, ça consistait à laisser au marché les activités de production d'électricité pour stimuler des nouveaux investissements au gré de l'intérêt commercial des détenteurs de capitaux, pour stimuler l'arrivée d'une offre d'énergie plus importante, plus diversifiée, plus concurrentielle, en supposant, c'est une hypothèse économique classique, en supposant que ça aurait une incidence à la baisse sur les prix, en particulier dans le cas des États comme la Californie ou l'État de New York, qui avaient des prix au détail les plus élevés, par insuffisance d'offres par rapport à une demande très, très élevée. C'est pas tout à fait ça qui se produit dans les faits quand on déréglemente un secteur économique. Ce qui se produit dans les faits, c'est que quand des producteurs ou des fournisseurs peuvent avoir accès à des distributeurs réglementés de façon concurrentielle et libre, ils ont tendance à faire du cherry picking. Ce qu'on appelle le cherry picking, c'est aller chercher les clientèles et les ventes les plus avantageuses d'un point de vue de la rentabilité de leurs opérations. Et ces clientèles-là, c'est d'abord les clientèles qui ont besoin de gros volumes d'électricité sur une base aussi constante que possible et qui sont concentrés géographiquement. Nommément, des clients industriels, gros volumes, qui sont regroupés autour de grands centres urbains. Donc, quand on déréglemente un secteur économique, ce qui se passe en fait au niveau de la concurrence, c'est que les fournisseurs sont en concurrence intense entre eux pendant une certaine période de temps pour aller chercher les ventes les plus lucratives. Ils sont prêts à baisser leur marge bénéficiaire au minimum et même vendre à perte s'il faut pour éliminer des concurrents et accaparer ces clientèles-là. Parce qu'ils savent très bien qu'en se permettant de vendre même à perte pendant un certain temps en éliminant la concurrence, ils vont avoir le loisir de remonter leur prix et de rétablir leur rentabilité pour ces ventes-là subséquemment. Conséquence indirecte, c'est que si tu es en concurrence pour aller chercher des secteurs de vente que tu veux privilégier, il faut que tu joues toujours bien que tu aies une rentabilité globale dans tes opérations qui ne sont pas déficitaires. Alors donc, tu augmentes, à contrario, le prix de vente des autres catégories de clients qui, elles, sont captives, qui, elles, ne peuvent pas switcher d'une forme d'énergie à une autre pour compenser ta vive concurrence temporaire que tu exerces pour éliminer la concurrence pour des clientèles cibles. Ça, c'est ce qu'on appelle le cherry picking. Alors, au bout du compte, évidemment, je devinez qui gagne puis qui perd. Oui, question de précision. Question de développement. De précision, précision. Oui. On dit tantôt qu'en 1993, avec Parizeau, il s'est occupé beaucoup justement de la préparation du référendum, oui. Mais je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait finalement. Est-ce que c'est cette déréglementation qu'il était... Je ne sais pas comment Parizeau aurait composé avec les exigences qui se posaient de toute façon au niveau continental quant à la déréglementation. Mais je vais finir de vous expliquer les deux autres motivations avec lesquelles le gouvernement sous Bouchard, le gouvernement péquiste a dû composer. Donc, il y a la déréglementation qui commence à procéder côté américain. Et Hydro-Québec, déjà, a une portion significative de sa production totale qui est en excès par rapport aux besoins du Québec. À cette époque-là, Hydro-Québec vend déjà dans les marchés XCA 10, 12, 15 TWh d'énergie par année, c'est beaucoup. Et puis, c'est des revenus importants, c'est une part de ses bénéfices. Sauf que, avec le processus de déréglementation côté américain de la frontière, il y a des exigences de réciprocité commerciale qui se posent. Et ces exigences-là se formulent ainsi. Si vous voulez, à partir du Québec ou de l'Ontario ou de n'importe quelle province canadienne, continuer d'exporter vos surplus d'électricité en territoire américain et être accrédité
pour le faire, il va falloir que vous nous donniez accès à vos propres marchés. Dans le sens inverse. Et donc, que vous mettiez fin au monopole d'utilisation des réseaux de transport par les entreprises de services publics pour permettre l'utilisation des réseaux de transport par des tiers fournisseurs qui veulent soit amener de l'électricité pour la vendre à votre propre distributeur, wheel-in, qu'on dit, soit faire passer par le Québec de l'énergie produite, je ne sais pas, moi, au Nouveau-Brunswick pour aller la vendre en Ontario, wheel-through, soit de l'électricité produite marginalement par un petit producteur privé au Québec qui veut vendre à l'extérieur, wheel-out. Okay? C'est essentiellement ce qui va amener le gouvernement de Bouchard à déréglementer discrètement par la porte d'en arrière, à partir de la fin 1996, le secteur électrique québécois. Dès l'élaboration, alors, pour assurer, le passage d'électricité produite par autres producteurs ou fournisseurs que Hydro-Québec, le monopole d'État, dans le réseau de transport au Québec, il faut ouvrir l'usage du réseau de transport, donc mettre fin au monopole d'utilisation de son réseau de transport par Hydro-Québec. Ça a été fait au printemps 1997. Mais aussi pour permettre un certain niveau de concurrence dans la production d'électricité, il va falloir faire une place à moyen et long terme pour réintroduire la participation des producteurs privés dans le secteur électrique québécois. Ça, évidemment, c'est une idée invendable politiquement. Alors, on ne le fera pas de façon démocratique, c'est même pas imaginable. On va le faire de façon dissimulée, à petit feu, par succession de faits accomplis. Alors, donc, en 95-96, pour satisfaire les exigences de réciprocité commerciale liées à la déréglementation des marchés de l'électricité côté américain, on va non seulement mettre fin au monopole d'utilisation du réseau de transport du Québec, l'ouvrir à l'usage par des tiers, on va aussi créer une régie. Et donc, déléguer à un organisme, un tribunal administratif et quasi-judiciaire externe à l'actionnaire gouvernemental, qui sera en conflit d'intérêt de décider de ses propres tarifs lui-même. De toute façon, ça se faisait en commission parlementaire précédemment, puis il n'y a jamais eu les compétences des députés présents pour faire contrepoids aux présentations du Québec. Il se faisait passer n'importe quoi. Puis si on regarde de toute façon l'historique des augmentations tarifaires au Québec jusqu'à ce que la régie soit créée, on peut constater systématiquement que les augmentations arrivent presque tout le temps après une élection, mais jamais avant. Bon. Ces augmentations-là étaient celles qu'Hydro-Québec disait avoir besoin sans contre-expertise. Alors, on crée la régie. On crée la régie dans des gouvernements occidentaux. On crée des régies, un CRTC, comme une régie de l'énergie, comme un board de X, Y, Z ailleurs, non pas pour réglementer un secteur économique, mais pour réglementer la déréglementation. C'est un paradoxe, puis c'est une contradiction quand même assez extraordinaire de voir que les boards, les régies, en fait, s'appuient sur la logique économique classique orthodoxe de mise en concurrence des producteurs, sous prétexte que ça va donner des prix concurrentiels. Il faudrait qu'on comprenne que des prix concurrentiels, c'est nécessairement des meilleurs prix. L'histoire nous dit qu'un secteur concurrentiel dans un domaine économique aussi intégré, aussi stratégique que l'énergie, ça n'a toujours rien donné des prix plus élevés qu'un monopole d'État bien réglementé. Bon, ça c'est la réalité des choses, plutôt que les lubies du libéralisme économique. Et donc, la régie s'appuie sur la logique économique classique pour une bonne part dans ses décisions, en servant de fer de lance pour introduire une certaine concurrence qui ne nous profite pas finalement au total. Mais en même temps, dans l'exercice courant de ses fonctions, elle se rend bien compte qu'elle est continuellement en train de pallier les déficits d'une économie de marché capitaliste
avec tous les travers que ça implique. Fait que c'est à la fois paradoxal et complètement contradictoire, parce que d'un point de vue théorique, elle s'appuie sur des concepts économiques classiques. Dans la pratique, elle corrige systématiquement les biais, les effets pervers de cette économie. Souvent, je dis à mes collègues, nous autres, on est aux soins intensifs, là, puis on est pogné avec un malade en phase terminale qui ne veut même pas se faire soigner. Bon. Alors, oui, carton jaune. Rappeler à l'ordre du temps. OK. Je sais pas on arrive à quoi, là? On arrive, là, ça fait... on a commencé à 45 minutes de retard. Ça fait déjà 45. Ça fait déjà 45. OK, on conclut la première partie dans 5 minutes. C'est bien. Alors, donc, on est rendu 95-96, 93-94, débat public sur l'énergie, 95-96, avant-projet de loi pour créer la Régie de l'énergie. Déjà, dans l'avant-projet de loi, on décode l'intention gouvernementale de déréglementer la production. Lever de bouclier, toller des groupes de consommateurs, des syndicats. Le gouvernement recule, amende sa loi de façon habile, avec il introduit un petit article 167B qui ne sera jamais mis en vigueur, disant que dans l'éventualité où la déréglementation du secteur de la production devait être considérée, il y aurait un débat public puis, devant la Régie de l'énergie. Bon, c'était juste pour sécuriser les députés du gouvernement majoritaire péquiste puis leur envoyer de la poudre aux yeux, les mettre en confiance pour que la loi soit adoptée. Dans les faits, l'article en question ne sera jamais mis en vigueur. Fait qu'il n'y aura pas de débat public de toute façon. Hydro-Québec, en 1998, se présente devant la Régie de l'énergie pour faire la job sale du gouvernement. C'est-à-dire arrive avec une demande de structure tarifaire, une première demande devant l'organisme de réglementation pour séparer, segmenter les 3 composantes du prix de l'électricité, la production, les coûts de production, les coûts de transport, les coûts de distribution, et demande à la Régie de l'énergie de s'abstenir d'exercer son autorité, ses compétences sur les coûts de production. Dit pour ça, on vous propose d'établir une valeur pour l'électricité patrimoniale, puis au-delà des volumes d'électricité patrimoniale, Hydro-Québec Distribution, il y aura un appel d'offres pour les besoins additionnels du Québec, quand la consommation totale du Québec dépassera annuellement ce volume d'électricité-là. Tout le monde tombe des nues. C'est l'unanimité contre Hydro-Québec, dont les représentants sont même d'ailleurs ridiculisés en audience par divers experts. On s'est beaucoup bidonné. La Régie rejette la demande d'Hydro-Québec. Ça prend quand même un maudit culot de venir vous présenter devant nous pour nous demander de ne pas exercer nos compétences telles qu'elles sont prévues par la loi. Mais là s'engage, et donc la Régie, en rejetant la demande d'Hydro-Québec, renvoie la responsabilité et la patate chaude dans le champ politique, qui retombe dans les mains de Bouchard, qui va tergiverser de 1998 jusqu'en juin 2000, avant finalement de se résigner d'amender la loi originale sur la Régie par l'adoption de la loi 116, de déréglementer formellement la production d'électricité, c'est-à-dire la soustraire de la juridiction de la Régie, de déterminer un volume d'électricité patrimonial, un volume maximal qui est la limite de l'obligation de la division production d'Hydro-Québec de fournir les besoins québécois, avec un prix décrété en vertu de la loi. Ça aurait pris beaucoup de péripéties politiques avant d'en arriver là, dont le filochage du ministre Gendron, qui était beaucoup trop démocrate au goût de Lucien Bouchard. D'ailleurs, au passage, il a filoché aussi un ministre qui était quand même pas insignifiant, Camille Lorrain, qui était probablement trop intelligent et trop influent au sein du Conseil des ministres au bout de Bouchard à son arrivée. Donc, remplacement de Gendron par Guy Chevrette. Mais même Chevrette n'est pas encore assez bon exécutant, muet et servile au bout de Bouchard. Il faudra qu'en 98, il tasse Chevrette pour le remplacer par Brassard pour faire finir la job sale. Je parle en langage cru là, pour quelqu'un qui est enregistré quand même. Mais c'est des faits. Alors, ce qui se passe par la suite, le gouvernement de Lucien Bouchard, élu de justesse, décrète, pour des bons et des mauvais motifs,
un gel tarifaire de 1998 à 2003, qui aura duré 5 ans. Rappelez-vous que la loi 116 a été adoptée en juin 2000, sous le bâillon d'ailleurs, à minuit et demi, un 6 juin. Comme par hasard, l'ancien ministre des Ressources naturelles, François Gendron, l'ancien ministre des Ressources naturelles, Guy Chevrette, la future ministre déléguée à l'énergie et ex-haute cadre d'Hydro-Québec, Rita Dienne-Marcellet, de même que le député François Beaune de la Rive-Sud de Québec, qui avait présidé la commission parlementaire sur le virage commercial d'Hydro-Québec en 1997. Bref, les 4 députés du gouvernement majoritaire qui connaissent le mieux la game et qui savent ce qui s'en vient, qui étaient présents lors de l'adoption des autres votes, toute la soirée et subséquemment pour l'adoption des nombreuses lois qui ont été passées sous le bâillon cette nuit-là, se sont tout à coup trouvé une envie de pisser simultanément lors du vote sur la loi 116 et étaient absents. Drôle de coïncidence, quand même. Assez inimaginable. Alors, finalement, le gel tarifaire dure jusqu'en 2003. En 2003, les libéraux reprennent le pouvoir. Eux s'empressent de mettre fin au gel tarifaire et les effets de la loi 116 trouvent application. Donc là, on revient devant la Régie de l'énergie. Hydro-Québec revient devant la Régie de l'énergie avec le feu vert gouvernemental pour demander les hausses tarifaires qu'elle veut, y compris le rattrapage allégué du taux d'inflation qu'elle n'a pas pu ramasser pendant les 5 années précédentes, et les bénéfices d'Hydro-Québec partent en flèche. La croissance des bénéfices d'Hydro-Québec prend une courbe ascendante inimaginable. Pour vous donner une idée de mémoire, au milieu des années 90, les bénéfices d'Hydro-Québec sur une base annuelle étaient de 500 à 600 millions de dollars par année. Après la fin du dégel tarifaire et le début de la mise en application de la loi 116, donc les composants de production non réglementés, dont le prix est décrété par le gouvernement, plus les composants de transport et distribution réglementés par la Régie, les bénéfices annuels d'Hydro-Québec en 4 années, c'est-à-dire de 2003 à 2007-2008, sont passés de 500-600 millions de dollars par année à 3 milliards de dollars par année. Ils ont été multipliés par 6. Et ça, c'est pas parce qu'Hydro-Québec s'est mis à augmenter ses ventes des marchés extérieurs ou que ses ventes des marchés extérieurs ont pris un niveau de rentabilité plus grand. Au contraire, jusqu'en 2002, c'est-à-dire de 1999 à 2002, sous la folie mégalomane d'André Caillé, qui s'imaginait que l'électricité pouvait circuler aussi loin qu'on voulait, comme du gaz naturel dans des pipelines, là, sans tenir compte des pertes électriques des réseaux. Il n'avait pas pensé à ça au départ. Hydro-Québec s'était mis à faire du courtage dans les marchés extérieurs, c'est-à-dire de l'achat-revente. Non pas de la vente d'électricité produite au Québec dans les États américains, de l'achat d'électricité produite aux États-Unis pour la revendre, juste comme courtier, à un distributeur, en prévoyant les variations des prix de court terme selon les prévisions climatiques et les besoins de climatisation très élevés dans les grandes villes. Les points de la demande, côté américain, comme en Ontario d'ailleurs, c'est les périodes de canicule estivales. Alors, on est rendu au milieu de la décennie 2000, dans les années 2003, et non seulement le nouveau régime réglementaire entre en œuvre avec les conséquences tarifaires que je viens de vous décrire, ce qui va finir la longue introduction historique, mais aussi on va avoir à planifier les approvisionnements d'Hydro-Québec Distribution pour la part des besoins québécois qui excèdent le volume d'électricité patrimoniale. Et là, on arrive au début de la deuxième partie qui est le processus imposé en vertu duquel les surplus actuels se sont constitués. Petite pause.